Mesdames, Messieurs, bonjour. Plaisir de vous retrouver pour une randonnée matinale faite de bonne humeur, de bonnes informations et surtout de la belle musique. Aujourd'hui, nous vous accueillons avec un gros artiste. Quand je dis gros artiste, c'est pas qu'il est gros, hein, n'est-ce pas, Précieuse? Bonjour. Alain Sotoumé, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. L'artiste que nous recevons pour vous aujourd'hui n'est pas des moindres. Il a marqué les esprits avec un tube qui est devenu un véritable succès. Passionné de musique dès l'enfance, il a commencé très tôt sa carrière artistique avec la danse avant de découvrir plus tard le rap. Boris Nikoué, alias T-Boy Chala, sera avec nous sur ce plateau. Alain Sotoumé. T-Boy, il va entrer pour venir justement, mesdames, messieurs, sur ce plateau où nous allons donc nous entretenir avec lui. Mais avant, le débat du jour sera également au menu. Vous le savez, dans quelques jours, la rentrée scolaire et universitaire sera effective. Est-ce après le bac qu'il faut faire l'orientation? Est-ce que c'est vraiment un tournant décisif dans la vie professionnelle future de nos étudiants? Nous allons en parler sur ce plateau avec nos invités. Mais avant tout ceci, mesdames, messieurs, on démarre justement avec Merveille du Bénin. Nous étions dans la nature avec les autruches, un bon topo, hein, un bon business dans lequel on pourrait investir aussi au-delà de sauvegarder l'espèce animale en disparition. Mais pourquoi pas, Alain Sotoumé? C'est une bonne idée et c'est une rubrique que personnellement j'aime bien. Les téléspectateurs aussi, parce que ça nous permet de découvrir voilà, certains coins du Bénin et c'est toujours agréable. Nous vous promettons que dès que nous aurons vraiment les moyens qu'il faut, on va continuer par aller au fin fond du pays et pour vous faire découvrir donc ces belles créatures, ces belles zones, ces beaux endroits de notre chère patrie, le Bénin. Et parlant justement du Bénin, vous savez que notre pays regorge de talents musicaux. Et ce matin, on l'a annoncé, il sera à la maison, on va discuter. Mais avant, mesdames, messieurs, voici sa toute dernière livraison. L'homme s'appelle T-Boy Chala. Dans le titre, Diané. Il fait bien le mélange du rap, du soyoyo. C'est un monsieur qui a l'art hein, de combiner plusieurs couleurs dans une seule production. On aura le temps de lui demander son secret. Mais avant, mesdames, messieurs, le secret qui se cache derrière le choix des filières par nos sœurs, nos frères, je dirais même nos enfants, est-ce que nous les accompagnons comme il faut? Est-ce qu'ils ont les informations qu'il faut réellement pour s'orienter dans le choix de leur filière? Nous allons en parler justement avec ce jingle. Dans quelques jours, la rentrée scolaire et universitaire va être effective. Si depuis quelques mois, peut-être pour certains, quelques semaines, les choix ont été effectués, d'autres certainement continuent de réfléchir, surtout ceux qui ont eu le bac. Mesdames, Messieurs, la question que nous voulons nous poser ce matin est de savoir si le choix, l'orientation après le bac
est vraiment un tournant décisif dans la vie d'un individu, dans la vie du futur cadre ou du futur travailleur. Est-ce qu'il faut attendre parfois, disons, le bac avant de penser orientation? Quelles sont les informations que nous devrions avoir pour nous orienter? On va en parler dans ce débat précieux. Bien sûr, et pour faire le débat, nous sommes déjà avec nos invités. Il s'agit de mademoiselle Jérônime Zanou. Vous êtes étudiante. En face de vous, nous avons monsieur Waliou Aïné. Vous, par contre, vous êtes entrepreneur. Et puis au téléphone, Alain Sochoumé, si tout va bien, nous serons avec docteur André Finayon Gaga. Lui, il est sociologue. Merci, précieuse Akweronou. Tout de suite, on va démarrer par la dame que nous avons sur ce plateau. Mademoiselle Zanou, bonjour, une fois encore. Bonjour. Vous êtes étudiante, vous venez de soutenir votre licence en négociation commerciale, enfin négociation internationale, voilà. Alors, dites-nous, à quel moment vous avez su, après le bac, qu'il faut que vous fassiez le négoce international? Merci, monsieur, de m'avoir donné la parole. Pour moi, je n'ai pas choisi ma filière après le bac. Je l'ai choisi avant le bac. Pour nous, en notre temps, on nous donne la possibilité de faire 3 choix d'école. Tu dois choisir 3 écoles. De là, si tu as une bourse, après on peut te classer dans une école. C'est de là que j'ai choisi 3 écoles. Et c'est mon 3e choix qui est une école de négoce, une école de commerce international. Sinon, moi, j'avais le désir de faire la comptabilité. Après le bac, je devais faire l'audit et contrôle de gestion. Mais comme le commerce aussi, c'est une passion pour moi parce que mes parents sont tous des commerçants. Donc, déjà dès le bas âge, moi j'ai déjà commencé par les aider dans leurs activités. C'est pour ça que j'ai choisi le commerce. Comme l'État, c'est l'État qui nous choisit des écoles. Nous, maintenant, ils le font après le bac. Mais nous, on l'avait fait avant le bac. Je viens à vous, monsieur Waliou Aïné. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut attendre le bac avant de choisir une filière? À quel moment précisément peut-on faire le choix de sa filière? D'accord, merci Précieuse, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. D'accord. Et je pense pour ma part qu'il ne faut pas attendre en fait après le bac. Il faut préparer les étudiants les 3 dernières années qu'ils font au niveau du secondaire à bien comprendre ce qui se passe en fait dans la vie active. Et cela leur permettrait de s'appuyer sur leurs capacités réelles. Cela leur permettrait de s'appuyer aussi sur leurs ambitions et sur les possibilités qu'il y a sur le marché de l'emploi pour choisir. Pour la plupart des cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est qu'après le bac que la personne commence par réfléchir pour voir qu'est-ce qui va... C'était notre cas, nous. Ce n'est qu'après le bac que nous avons commencé par réfléchir à ce qu'on va faire. Et généralement, ça conduit à la catastrophe, à un mauvais choix. Et un choix, j'aime le thème de votre émission, un mauvais choix après le bac, c'est une grosse perte. Déjà, pour les parents, une grosse perte de temps. Et par la suite, une grosse perte pour la nation, parce que la personne n'arrive pas à être productive. D'accord. Alors, nous allons à présent avoir docteur André Finayon Gaga en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation matinale. Vous êtes sociologue, anthropologue. Dites-nous, c'est vrai qu'après le bac, dès que les résultats tombent, et l'État, et la famille, et la communauté, tout le monde se soucie désormais de quelle filière il faut que les enfants, de quelle filière les enfants doivent s'occuper. Mais est-ce que le choix en amont ne devrait pas avoir lieu qu'en aval? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai suivi l'intervenant qui est venu un peu avant moi. Monsieur Aïné, oui. Et je pense que ce qu'il a dit est une pure vérité. C'est une erreur grave que de laisser
le temps normal, qui est consacré normalement à l'orientation passée est de la faire après le bac. L'orientation, si on doit le dire, commence même dès le bas âge de l'enfant. Et après cela, au collège, l'orientation doit commencer en classe de 6e. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants n'ont pas de vision. Nos parents n'ont pas de vision. C'est avoir le bac qui est important. Le bac devient une vision. Alors qu'en réalité, c'est un tremplin pour la vision professionnelle. Et on dit généralement dans notre réalité culturelle qu'on ne redresse pas un bois sec. Attendre que l'enfant finisse d'abord, qu'il ait le bac avant qu'on l'oriente vers une discipline ou telle autre discipline, c'est comme si on essayait de redresser le bois sec. Et c'est un projet que moi je vais qualifier de projet de type médecin après la mort. Monsieur Gaga, oui. Généralement, on remarque que les acteurs de l'orientation, à commencer par les parents, les enseignants et même certains spécialistes désignés par l'État, tiennent compte généralement et parfois uniquement des notes obtenues dans telle ou telle matière pour orienter les enfants. Alors, quand on procède comme ça, est-ce qu'on est sûr de tenir compte de la personnalité de l'enfant? Est-ce que c'est une bonne méthode? Cette méthode, je l'ai dit sur le forum de l'émission, c'est une méthode à revoir parce que la performance de l'enfant le jour de l'examen ne détermine en rien ses aptitudes à faire tel ou tel autre métier. Je pense que l'État doit institutionnaliser un système d'accompagnement au sein des établissements avec des experts en orientation, avec l'introduction d'une matière, par exemple, portant sur les emplois et la création d'emplois, pour que l'enfant ait l'information afin de choisir déjà ce qu'il va faire. Oui, on ne peut pas s'appuyer sur la moyenne obtenue dans telle matière ou telle autre. L'enfant qui se réveille mal un jour d'examen, malgré qu'il soit bon, par exemple, en mathématiques, et qui obtient 8, on ne peut pas s'appuyer sur cela et dire qu'il n'est pas à même de faire peut-être la médecine ou telle autre matière. Mais monsieur Gaga, quand vous dites ça, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dichotomie, une sorte d'opposition dans ce que vous êtes en train d'analyser, puisque les notes obtenues dans telle ou telle matière ne font-elles pas ressortir un tout petit peu les aptitudes éventuelles de l'enfant qui sont plus ou moins prononcées pour l'orienter vers telle ou telle filière? Il n'y a pas de dichotomie dans ce que je dis. On ne peut pas s'appuyer sur la seule note de l'examen. C'est ce que je suis en train de souligner. Je pense que c'est tout un processus et ça commence, tel que je l'avais souligné, à partir même de la vision de ce que l'enfant veut être au début. C'est clair et peut-être ses parents partagent cela et on le suit tout au long du processus dans cette performance et c'est la synthèse de tout ça qui permettra d'orienter. L'orientation, c'est que c'est fait comme une information juste et qui vient après. Et donc, moi, je pense que c'est un processus tardif qui n'arrange pas vraiment l'élève parce qu'il est routinier et n'est pas personnalisé. D'accord. Monsieur Gaga, vous gardez la ligne. Monsieur Aïné, je viens à vous. On a commencé à aborder la question. Quels sont les critères à prendre en compte pour réussir le choix de la filière? Oui, merci. Je veux rebondir déjà sur ce que le sociologue a dit. Je pense que ce qu'il veut faire comprendre, c'est assez clair. Les notes ne sont nécessaires, mais pas suffisantes pour déterminer l'avenir en fait d'une personne. Parce qu'après une note, il y a la personnalité. Après la personnalité, il y a l'opportunité d'après. Et je partirai de là pour répondre à votre question. 3 critères essentiels. Tout être humain aspire le bonheur. Les enfants n'agissent pas, ils réagissent face à ce qu'il y a autour d'eux et ce qu'ils voient. Vous prenez un enfant qui est né au fin fond du Bénin, en fait, il voudrait juste ce qu'il a vu une fois. Parce qu'on ne peut pas vouloir ce qu'on ne connaît pas. Donc, d'où, je pense que c'est nécessaire d'instaurer
des matières en fait, qui parlent de la vie, d'un ensemble de choses. Donc, premier critère, ce que l'enfant veut devenir. Il faut le prendre en compte. Est-ce que ça se prend en compte aujourd'hui? Je pense que non. Deuxième critère, il y a ce qu'on veut, il y a nos capacités intrinsèques. On doit tenir compte de ça. Moi, je suis allé dans un pays où pour devenir avocat, la personne fait les études normalement, mais pour passer le concours d'avocat, on interroge son passé pour voir est-ce que c'est une personne déjà qui aime les luttes, qui aime défendre, qui, parmi ses enfants et tout, ça permet d'avoir un avocat droit, un avocat qui va travailler en fait pour la nation. Troisième critère, ses performances évidemment, est liée à la possibilité qu'il y a dans le marché de l'emploi. Parce qu'on ne va pas faire, même si l'enfant veut devenir, il choisit un métier et que les possibilités que nous avons, en fait, pour le prendre en compte dans le pays, dans ce métier, ne sont pas favorables, il faut qu'on le lui explique. Donc, les trois critères, ce qu'il veut de lui, et je précise, ça reste aussi biaisé, ce qu'il veut est limité à ce qu'il connaît. Donc, en troisième position, en fait, ses performances réelles. En troisième position, en fait, les possibilités qu'il y a par rapport pour le marché de l'emploi. Donc, voilà un peu les critères essentiels sur lesquels il faut se baser pour ne pas rater une orientation, en fait, pour un étudiant. D'accord. Alors, mademoiselle Zamon, vous avez commencé par nous dire que vous, déjà, avant de vous inscrire pour l'examen du bac, vous avez déjà des informations sur les différentes filières qui s'offraient à vous. Au-delà de ça, votre cadre familial vous permettait déjà de vous mettre au parfum de la réalité du commerce. Est-ce que vous pensez qu'avec une licence en négoce international aujourd'hui, vous allez continuer seulement dans le commerce? Est-ce qu'il y a dans la réalité les opportunités qu'il vous faut sur le plan emploi pour vous épanouir? Oui, merci monsieur. Oui, moi je pense qu'il y a la réorientation. C'est possible d'être réorienté. Mais moi, c'était pas mon ambition d'être une négociante internationale. J'avais le désir de faire la comptabilité. Donc, si peut-être j'ai la possibilité de rencontrer des connaissances qui m'orientent aussi, je peux toutefois changer d'avis. Je peux toutefois me réorienter vers ce que je désirais faire. Est-ce à dire que vous n'êtes pas totalement satisfaite de votre choix, du choix que vous avez eu à faire aujourd'hui? Bon, moi, c'est pas moi-même, j'ai fait le choix. Bien vrai que je l'ai fait, mais après, c'est l'État qui m'a choisi cette école. C'était pas... Avant que l'État vous envoie dans cette école-là, c'est que vous avez manifesté... Oui, c'est vrai, oui, j'ai... Donc l'État n'est pas incriminé à 100% dans l'affaire. Non, justement, oui. Ça, je ne pense pas que ça aurait affecté ce que je dois devenir. Mais je crois que j'aime bien le commerce parce que je l'ai déjà commencé dès le bas âge. Parce que mes parents m'ont déjà orienté, initié à la chose. Voilà. Alors, monsieur Aïna, voilà une dame qui a fait... Oui. Ça m'intéresse. Je voulais réagir là-dessus. Vous savez ce qu'elle dit? C'est extrêmement grave. C'est banal, mais c'est grave. Vous avez une fille qui dit qu'elle veut faire la comptabilité. Mais en même temps, elle voit ses parents font le commerce. Elle va choisir. On lui propose de choisir en fait 3 écoles. Je parie qu'elle a choisi la comptabilité en première position. L'autre, une autre école en deuxième position. Et celle-ci en troisième position. Elle est dans son univers. Au choix, elle tombe sur le commerce et négociation internationale. Je pense que le type de commerce dont elle pensait, ce n'est pas ça qu'on est en train de lui apprendre à l'école aujourd'hui. C'est ça la gravité de la situation. Le type de commerce, en fait, maman fait le commerce, papa fait le commerce, ce n'est pas ça la négociation internationale. Donc, est-ce que déjà à la base, l'enfant a bien compris ce que ça veut dire le commerce international? Le problème, il est là. Moi, je vais vous donner mon exemple. Allez-y. Vous savez, moi, je suis devenu économiste financier parce que moi, quand j'étais au collège, on m'a amené un magazine et j'ai vu un économiste sur le magazine. Il s'agissait à l'époque de M. Abdoulaye Biotchane, qui était ministre des Finances de l'époque.
Et j'ai lu, en fait, le gouvernement du président Mathieu Kérékou, en fait. J'ai lu le parcours et tout ça. Et le monsieur, il était tellement, à l'époque, en fait, je le voyais tellement posé sur la photo. J'ai dit, ah, moi, je vais devenir ce monsieur. C'est resté dans ma tête. Jusqu'à ce que je suis venu à l'université. Quand j'ai eu le bac, je suis venu à l'université, mes parents ont dit, niet, il faut faire la médecine. Parce que tu as une bonne moyenne pour faire la médecine, parce qu'on n'a pas de médecin dans la famille. À tenir compte des nôtres. Voilà. Il faut faire la médecine. J'ai fait le tour des facultés de médecine, j'ai échoué partout. En fait, je n'ai pas réussi à m'inscrire. À la faculté des sciences de santé à Cotonou, on ne m'a pas pris. À Parakou, on ne m'a pas pris. J'ai répété, on ne m'a pas pris. Donc, d'où je reviens à la maison le soir, vu que j'ai dans ma tête, en fait, économiste, banque et tout ça. J'allume la télé, c'était quand je suis arrivé à Cotonou. J'allume la télé, je vois une autre personne intervenir à l'époque. Il s'agissait du ministre René Koukpa, qui était à l'époque ministre des Finances. Tel qu'il parle avec son costume et tout, je demande qu'est-ce qu'on... L'image est renforcée dans votre... Exactement. Je demande qu'est-ce qu'on fait pour avoir toutes ces connaissances et parler des chiffres aussi aisément. On m'a dit qu'il faut faire les sciences économiques. C'est comme ça, de manière fatale, je suis tombé sur les sciences économiques. Heureusement que moi, je suis tombé amoureux par la suite de ce que je fais. Moi j'arrive à la faculté en première année d'université, je vois du noir. Oui. Parce que ça ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Mais heureusement, comme je l'ai dit, j'ai fini par vraiment aimer ce que j'étais en train de faire. Aujourd'hui, je suis une personne heureuse de par ma formation. Ça, c'est mon cas. Mais dans le cas de 90% des cas, c'est que les choix sont faits par erreur. Je vais vous donner 2 chiffres pour conclure. Oui, allez-y. À l'université d'Abomey-Calavi, pendant que je vous parle là, notre pays n'a pas besoin de plus de 100 géographes par an. On a 3000 étudiants inscrits en faculté de géographie, par illusion. Les dernières années, il y a plus de 30 000 diplômés en géographie en fait, qui se promènent. La conséquence qui est grave, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Ogoualé-Eloge qui est professeur de géographie qui le dit. Ce qui est grave, c'est que, vu qu'ils n'arrivent pas à trouver de débouchés, ils deviennent des enseignants. Ces enseignants, ce n'est pas un enseignant qui est allé dans l'enseignement par passion. Ce n'est pas un enseignant, parce que alors qu'enseigner un enfant demande beaucoup de passion. On a été formé pour. Exactement. Donc ils vont. Donc vous avez une personne, un fasciste, une personne dont l'État n'a pas pu lui trouver en fait son débouché, et il part pour l'enseignement. Donc il n'enseigne pas par passion, il enseigne par défaut. Du coup, vous aurez aussi par la suite des enfants qui seront formés par défaut. Et la conséquence, elle est dramatique. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Guéga, vous êtes en ligne. Oui. D'accord, vous avez écouté nos 2 invités. On se rend compte que le choix de la filière se fait parfois très souvent à la va-vite. Et parce qu'on a vu les parents faire, on choisit de faire également ce que papa ou maman a fait. Ça m'amène à vous poser la question de savoir quel est le rôle que les parents doivent jouer dans le choix de filière de leurs enfants. Merci beaucoup, madame et monsieur les journalistes. Les parents sont fondamentaux. Ils ont un rôle d'accompagnement et en aucun cas, ils doivent imposer leur choix aux enfants. Généralement, quand le père est médecin, il souhaite que son enfant soit médecin. Oui. Mais on doit travailler à cela, de telle sorte que ça passe par la sensibilisation. Hein, parce que, je vous raconte un cas. L'enfant a choisi d'être simplement joueur. Ses parents disent, ça ne passera pas. Un joueur de football. De football. D'accord. Ses parents disent ça ne passe pas. Moi, je suis un grand médecin. Ta maman fait la comptabilité. Aujourd'hui, je suis impressionnant. Tout le monde parle de moi, c'est moi. Tu dois faire la médecine. Bon, l'enfant a résisté, mais on l'a contraint parce qu'il n'a pas le pouvoir économique et tout cela. Il est contraint. Après le bac, il a fait la médecine. Il a repris à des moments donnés, mais son papa était là pour le soutenir. Et finalement, il a fini. Il est devenu médecin, normalement, il devait exercer maintenant. Et il prend son diplôme, il vient déposer à ses parents pour dire « J'ai accompli votre mission, j'ai atteint les objectifs que vous m'avez assignés, et moi, je m'arrête sur ce. Vous avez votre diplôme, moi, je peux maintenant continuer par faire ce que je fais réellement. » Donc, il ne s'est pas servi de ce diplôme. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand le parent veut imposer, au lieu d'accompagner, ça donne ce que nous avons. Mais au-delà de tout cela, je pense que c'est tout le système il faut revoir le système, en réalité, pour que ça soit institutionnalisé. Je le dis, il faut une équipe spécialisée
dans nos établissements pour accompagner l'enfant, faire le pont entre les parents, l'enfant et l'institution, et accompagner chacun. Et il faut que l'enfant ait une vision. Nous ne pouvons plus aller à l'école de façon, je vais dire, linéaire, aveugle. Un enfant en 6e doit avoir une vision. Et sa vision, c'est devenir telle chose. Et en fonction de cela, on écoute ses parents. Il y a le spécialiste qui les accompagne. Et il fixe les objectifs à cet enfant suivant lesquels on lui dit ce qu'il doit faire et quelle attitude il doit développer pour y aller. Et je pense que chaque fois qu'il s'éloigne de son objectif, de sa vision, au bout d'un trimestre, on le lui rappelle. Et il va travailler comme cela, il sera un génie. Les Occidentaux ont compris, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des génies en tout. Ils se prennent très tôt. On dit que l'oiseau qui se lève tôt trouve les bons criquets. Et c'est ce que nous ne faisons pas chez nous. Monsieur Gaga, merci. Vous continuez de garder la ligne. Nous allons faire un tour à la régie où nous attend cette Vox Pop réalisée par Oseni Adeleke, qui a tendu son micro à quelques citoyens de notre pays qui s'expriment sur la question. Avoir le baccalauréat, c'est une autre chose. Et trouver quelqu'un vous orienter aussi, c'est une autre chose à part. L'orientation, c'est le socle même de l'avenir du nouveau bachelier. Un nouveau bachelier qui ne trouve pas une bonne orientation va une deuxième année, une première année, une deuxième année, après va se détourner de l'université. C'est une très belle initiative qui aide pas mal d'étudiants à chaque année de bien choisir les facultés ou les écoles dans lesquelles ils vont se retrouver, sans oublier les centres de formation professionnelle. C'est une bonne chose, d'autant plus que ça permet aux étudiants au niveau bachelier de mieux savoir, de mieux appréhender la nouvelle vie dans laquelle ils sont en train d'entrer. Ça leur permet de savoir faire le choix des filières, je dirais, et de savoir mieux s'orienter. Moi, personnellement, je dirais que c'est une très belle initiative parce que pour nos jeunes frères, parce que tout le monde n'est pas informé. C'est une initiative très bonne pour nos jeunes frères du village qui sont sous-informés. Cela va les permettre de mieux savoir les réalités de la ville, ce qui se passe, et après le choix, pour qu'ils ne puissent pas chômer, errer dans nos voies, comme certains. Donc c'est une très belle initiative. Il faut des séances de sensibilisation à l'instar de ces nouveaux bacheliers pour qu'ils sachent qu'effectivement ce qu'il faut faire, ce qu'il y a dans telle carrière ou telle autre, ce qui peut leur permettre d'être immédiatement, même sans terminer leurs études, d'être au service d'eux-mêmes et de la nation. Avec ces orientations, ça leur permet quand même de se focaliser, de se retrouver dans des secteurs où des porteurs d'avenir en réalité. Parce qu'aujourd'hui, le tout ne serait plus d'aller au niveau des flashs et faire ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, on comprend que ces orientations les aident beaucoup. À l'endroit de ces organisateurs, je leur dirais tout simplement d'encourager nos jeunes bacheliers, nos jeunes frères à bien faire leur choix, à faire le choix en fonction tout en tenant compte de leur volonté personnelle. Et oui, volonté personnelle. Mademoiselle Zanou, quel commentaire vous inspire les avis des téléspectateurs? Les avis des téléspectateurs, je les trouve très bien réfléchissants. Parce qu'il faut orienter, il faut une bonne orientation avant le bac, pas après le bac. D'accord. Monsieur Ayné, votre avis sur la question? Oui, je pense que les intervenants, ils sont allés sur le même sens où on est en train de parler, mais je pense sincèrement, sérieusement, que l'orientation après le bac doit être revue. En fait, puisque c'est ce qu'on a fait depuis toujours et en voici. Il faut revoir un peu les choses. Voilà. En attendant donc de passer la parole à M. Gaga, nous avons nos amis de la famille WhatsApp de cette émission qui nous ont envoyé beaucoup de messages aujourd'hui. Nous commençons par le premier, c'est celui que nous a envoyé Madame Naya Lawson. Elle dit, c'est une question très importante, en effet.
Des aînés qu'on suppose plus avisés ont l'obligation d'orienter, de donner des pistes aux plus jeunes. Chose normale. Il faut tenir compte, à mon avis, aussi bien des désirs, ambitions de l'intéressé que des réalités du terrain. Le préparer aux éventuels obstacles pour qu'ils reviennent sur terre. Nous voyons des parents qui pensent orienter les enfants en leur imposant ce qu'eux, ils veulent. Attention, aujourd'hui, les métiers d'avenir font leur preuve, puis battent leur plein. Je pense que la question de l'orientation est un couteau à double tranchant. On peut faire de sa passion son gagne-pain aussi. Voilà ce que je pense. Et Roch Aurélien à Koueinou qui se pose la question de savoir est-ce après le bac qu'il faut penser à l'orientation? On s'y prend généralement très tard. L'orientation scolaire, universitaire et professionnelle est un processus qui commence bien avant l'entrée de l'enfant à l'école. Et là, les parents jouent un grand rôle d'information à l'école en observant leurs enfants s'amuser. Tous les enfants ne sont pas faits pour de longues études théoriques. Il y en a qui développent des habiletés pour la pratique. Il faut savoir les observer et discuter avec eux pour les orienter. Nos écoles ont besoin de psychologues scolaires et des conseillers en orientation. Parfois, ce sont les parents qui imposent leurs rêves manqués à leurs enfants, ne tenant donc pas compte des aptitudes et du désir de ces derniers. Il rajoute qu'il faut que le choix de la filière soit en harmonie avec les aspirations et la motivation intrinsèque de l'enfant. Ce qui se fait chez nous après le bac, dit-il, n'est pas une orientation, mais juste des séances d'information qui éclairent l'enfant ou sèment davantage la confusion à son niveau. Il veut donc qu'on repense l'orientation scolaire au Bénin. Eh bien, les messages continuent de pleuvoir dans le forum WhatsApp de cette émission. Nous avons Roland Péouton qui dit ceci. C'est déjà dans le ventre qu'il faut surveiller les aptitudes de l'enfant. Difficile tâche, n'est-ce pas? Comment suivre l'enfant tout au long de son enfance jusqu'à l'adolescence, sachant que papa et maman n'ont plus le temps et que surtout les pouvoirs publics ont abandonné le système éducatif, le laissant végéter dans le massacre. Nous sommes mal barrés tout simplement. Que Dieu protège les enfants et leur donne un avenir meilleur. Je semble être fataliste, dit-il. À cette proposition, Roch Aurélien à Koueinou, notre collègue, revient à la charge et dit mais c'est une réalité qui peut paraître surprenante pour beaucoup quand vous parlez de l'orientation depuis le ventre. La communication que les parents entretiennent avec le fœtus est assez déterminante pour l'avenir, pour donc l'avenir de l'enfant. Je suggère à l'équipe de consacrer un sujet, on va le faire. Ce faisant, nous éviterons certaines situations malheureuses aux enfants dans leur développement. Eh bien, les messages continuent d'arriver, mais malheureusement, chers téléspectateurs, on va devoir boucler la boucle de ce débat en demandant à M. Gaga, qui est au téléphone, de nous donner son mot de fin en concluant ce débat à son niveau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon mot de fin est simple. Notre système éducatif souffre d'un petit problème et il y a des efforts qui sont faits, qui sont encouragés, mais je pense qu'il y a des changements à opérer. Et j'ai souligné aujourd'hui, il y a trop de chômeurs. Il y a des chômeurs un peu partout et pour régler ce problème-là, il faut revoir. L'orientation doit être institutionnalisée. Nos écoles doivent fonctionner comme des entreprises publiques. Et on doit introduire un certain nombre de choses. Il faut que nos enfants aillent faire des stages professionnels de base. Par exemple, j'ai proposé ça dans une publication hier. Il faut revoir le système. Il faut enseigner les emplois du monde et les modalités de création. Il faut informer l'enfant. On dit qu'il n'est devant favorable pour celui qui ne sait pas là où il va. C'est ça, M. André. À souligner Sénèque. Donc, je pense qu'il y a une petite réforme à faire au niveau du système. Et il faut revoir pour que nos enfants... On vous aura compris. Merci, M. Gaga, d'avoir accepté notre invitation matinale. Bonne journée à vous.
Merci, c'est moi, pareil. Jérôme Zanou, votre mot de la fin, qu'est-ce que vous avez à rajouter pour conclure ce débat? Merci Madame Précieuse. Moi, mon mot de fin, j'aimerais dire aux parents qui s'imposent aux enfants que ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas que les parents disent « fais ce que je veux, tu dois faire ce que je veux ». Non, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Il faut que les parents laissent les enfants aussi faire leur choix, faire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils aiment, ce qui les motive vraiment. Bon, c'est un peu ça. D'accord. Alors, Monsieur Ainé, avant votre conclusion, en une minute, j'aimerais vous poser cette question. Nous parlons de ce matin, nous avons passé le temps à parler de ceux qui ont eu la chance de décrocher le bac. Et ceux qui sont allés au bac 1, 2, 3, 4, 5 fois, une énième fois et qui n'ont pas réussi. Quelle est l'orientation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux-là? Il faut leur créer une école de deuxième chance. Tout le monde a droit à une deuxième chance dans la vie. Et on n'est pas obligé de faire le même chemin. Donc, nous avons une école de deuxième chance que nous avons. On va vous envoyer la facture. Des relations publiques. Donc, il faut créer une école de deuxième chance. Les écoles de deuxième chance permettent à ce qu'on puisse apprendre des métiers assez pratiques. Ne pas avoir le bac n'est pas une fin en soi. Non. Et si vous devez conclure? Si je dois conclure, je vais dire 3 choses. En 30 secondes. Oui, première. Il faut ramener l'orientation pour le moment déjà à partir de la classe de seconde. La deuxième. Il faut... Oui, nous sommes tenus par le temps. D'accord. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il faut, pour des personnes qui se sont déjà mal orientées, il faut, comme je l'ai dit, un programme en fait, de réorientation assez massive. En troisième position, c'est qu'il faut que tout le monde ne puisse pas avoir accès à l'université. Tout le monde ne doit pas et ne peut pas aller à l'université. En disant ça, il y a comme une restriction des libertés que vous semblez mettre en place. Le citoyen est libre d'aller à l'université quand il veut, comme il veut. Oui, pour qu'il puisse devenir quelque chose dans sa vie. Mais pas aller à l'université pour rester étudiante 10 ans, 15 ans. On est d'accord, mais on va pas promouvoir la restriction des libertés. Tous les citoyens sont libres de faire leur choix. Maintenant, il faut voir quel est l'intérêt pour soi et pour le pays après. Mesdames, Messieurs, nous allons donc clôturer ainsi ce débat. Et vous le voyez très bien, on n'a pas eu le temps donc, et on n'aura jamais le temps donc de cerner tous les aspects de ce débat-là. Une chose est sûre et certaine, chaque citoyen, chaque citoyenne à son niveau, quelle que soit sa filière, quel que soit son travail, doit penser au développement de ce pays. Et si nous avons des frères et des sœurs, si vous avez des enfants qui ont le bac et qui doivent faire l'université, vous avez encore le temps de bien réfléchir. Mais avant, ceux qui commencent la 6e cette année, ceux qui commencent même le CM2, il faut commencer déjà par les observer et commencer par leur parler pour que dans 7 ans, les enfants qui ont le CEP aujourd'hui puissent bien s'orienter après le bac. Ce que nous, on sait faire par ici, c'est de marquer une petite pause tout de suite et vous revenez juste après. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Une autre page s'ouvre sur cette émission, celle de la culture. Et ce matin, mesdames, messieurs, ce sont nos parents, les Ditamari, qui nous accueillent. Et avec eux, dans Us et Coutumes, nous allons découvrir, je vais dire donc, l'importance du fonio avec nos parents Ditamari. La première utilité chez le peuple tamari du fonio est que quand une femme accouche, elle ne mange que de la pâte de fonio pendant au moins 10 jours. Avant maintenant de commencer par manger la pâte de sorgho et de mil. Mais avant, quand une femme accouche, c'est nécessairement et rien que la pâte de fonio. Et les jeunes filles du village, un certain nombre de jeunes filles, 3, 4, 5, s'organisent pour dire qu'elles doivent aller assister
la nouvelle parturiente qui, en ce moment, ne bouge pas du tout de la maison. Ces jeunes filles sont chargées d'aller chercher du bois, de piler le fonio, d'aller chercher de l'eau et de cuisiner pendant 5 jours au moins. Et cette dame-là reste sur place, elle est nourrie avec le fonio comme élément essentiel. Quand, par exemple, un homme meurt, un homme âgé meurt, là on le dépose pour toutes les cérémonies, on fait un tas de fonio à côté de lui. Donc c'est dire que, parce que le peuple Otamari, de point de vue spirituel, pense que nous réincarnons. Alors il ne faudrait pas que cet homme, en réincarnant, oublie qu'il doit rapporter le fonio, qui est l'une de ses nourritures et de sa culture principale. Naturellement, on l'utilise pour toutes les fêtes, pour tous les repas et tout. Et quand, par exemple, il y avait le système de dot, on commençait par compter le nombre de paniers que vous alliez apporter à la famille dans laquelle vous allez prendre la femme. Et jusqu'à un certain nombre, pendant un certain nombre d'années, avant maintenant que la femme ne grandisse pour vous rejoindre en tant qu'épouse. Il n'y a pas une célébration collective autour, mais il y a une célébration et la même individuelle chez chaque producteur. Quand par exemple vous récoltez, le jour par exemple, je dis le mot, le jour on le vanne, ce jour-là devient le jour de cette cérémonie-là. Et puis il y a un chant. Quand on va par exemple le récolter, au retour il y a des chansons qu'on exécute parce que c'est la toute première récolte qui annonce, c'est la toute première récolte, donc qui annonce donc la moisson. Donc on commence par là. Et donc c'est la moisson, quand on commence par le fonio, on dit ah, les moissons peuvent commencer. Après ça on ira à l'arachide, on ira au vanzou, ainsi de suite jusqu'au sorgho et au petit mil et puis aux yam qui vont venir bien après. Allez, culture oblige, et parlant justement de culture, après nos parents Otamari et l'importance du fonio, nous vous l'avons annoncé, nous vous l'avons promis. Il est bel et bien sur ce plateau, il nous a rendu visite, donc c'est T-Boy qui est à la maison et on va l'introduire avec ce titre mythique qu'il a fait découvrir justement et qui fait donc Trelele va. Trelele qui a marqué les esprits à une époque, cela sonnait un peu partout. Sonnerie de téléphone, tous les spectacles. L'homme est à la maison. T-Boy, bonjour. Les animateurs. Bienvenue sur ce plateau. On vous a surnommé M. Trelele. C'est quoi l'histoire de ces chansons? L'histoire de Trelele, c'est, pour faire un bref résumé, c'est, je dis dans cette chanson, on m'a bien aimé de me donner sa main histoire qu'on prenne le 3 chemins sans faire de détour. Voilà, pas de gentleman, tout ça, quoi. Et elle a accepté? Ouais, elle a accepté. On a vu à la fin, on a pris le chemin tout droit, donc ouais, ça c'était positif. Ça c'est ce qu'on a vu, hein. Et dans la réalité, c'est quoi? Ils aiment dire roqueler dans quoi. Justement, cette expression, en fond, zéro clé dans, si je dois traduire littéralement, je dois comprendre quoi? Ben ouais, tu joues avec moi, voilà. Déjà, on sait que le jeu de citron, déjà quand le chemin il est super long, les parents te disent de lancer le citron, tu vois, histoire de pouvoir pas perdre, de pas être ennuyé en chemin, tu vois. Mais là, c'est pour juste dire, voilà quoi, et elle joue à un jeu où elle n'est pas vraiment claire avec moi. Mais en réalité, quand on écoute le second couplet, on voit que c'est parce que j'ai beaucoup gaffé, c'est ça. Ah ouais, vous connaissez vos fautes, hein. Bah, nous les hommes, voilà quoi. Vous savez quelque chose. Une superbe chanson, hein. Je profite pour faire un petit coucou à ma maman. Elle adore ces chansons-là. Merci beaucoup. Elle chante ouais, ça tout le les temps. mamans m'adorent beaucoup. Voilà. Ça c'est vrai. D'accord. Alors, on dit allons-y. Oui. Non, j'ai juste envie de dire, l'inspiration, elle est venue comment? À quel moment de la journée? Pour être un peu plus curieuse. Il faut dire d'abord, de base, je suis un rappeur.
Tu vois, je suis un rappeur de base et j'ai voulu voilà, aller sur la tendance du moment, aller sur les beats afro, Naija et tout, tu vois. Donc dans le temps, c'était un peu ça, suivre un peu la tendance et combiner avec mes cours déjà, tu veux dire les cours reçus dans la rue par le rap. Voilà quoi, ça a donné Trélélé sur de l'afro et tout, donc voilà. La suite de Trélélé, c'est vrai que Trélélé, le public a réservé un très bon accueil à ça. Ouais. Où est-ce que Trélélé vous a amené dans votre carrière, dans votre jeune carrière? Déjà, Trélélé, disons que ça m'a confirmé auprès du public et ça m'a permis d'atteindre, d'élargir surtout ma fanbase. Par exemple, tu vois, l'animatrice a dit ça au moment même. Ouais, les moments n'étaient pas déjà vraiment fans du rap ou voilà quoi, c'était les trucs là. Donc, Trélélé m'a donné, m'a recadré un peu la musique que je fais. Et donc voilà, ça a donné un peu Trélélé. Je pense que mes tests sont un peu plus instructifs et tout. Donc voilà quoi, ça m'a emmené là. Alors, T-Boy, on découvre dans vos productions cette couleur du soyoyo. Ouais. Quelle est cette approche-là de mélanger et le rap, l'afrobeat à du soyoyo? Vous savez, de base, je suis quelqu'un, j'aime pas suivre. Vous savez, c'est vrai, sur Trélélé, j'ai suivi, mais dans Trélélé, il y avait du soyoyo. À la fin, il y avait du soyoyo. Quand vous écoutez bien, il y avait du soyoyo à la fin de Trélélé. Donc, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Je prends toujours l'exemple du Nigeria qui est juste à côté. Quand je prends Wizkid qui a marché sur les pas de Fela Kuti et maintenant Burna Boy qui continue, c'est pour vous dire que ici aussi on a quand même une identité. Vous voyez, on a une identité de la musique. On n'est pas forcément obligé de dire ah non je veux créer, etc. Non, il y a des aînés qui avaient déjà fait des trucs, etc. Donc je me suis dit bon, ben voilà, je me suis dit ah ouais ben écoute, Robinson Sipa c'est quand même il a fait des trucs malades, tu vois. Donc, j'ai écouté des albums et tout. C'est vrai que je suis pas trop dynamique en fond et tout, mais j'ai écouté des trucs. J'ai beaucoup appris en essayant d'interpréter à ma manière. À chaque fois, quand j'écoutais seul dans ma chambre, il n'y avait personne. Donc, le beatmaker aussi, il a fait exactement la même chose. Donc, en un mois, on a essayé de pouvoir refaire du soyoyo, mais en mélangeant un peu de l'afrobeat, histoire de pouvoir essayer de moderniser. Je ne vais pas dire que je fais du soyoyo. Je n'ai pas encore forcément donné un nom. Voilà. Mais vous avez apporté votre couleur. Ouais, ma couleur, ouais. Parlant justement de couleur, il y a aussi ce titre, Nomba. On dirait que vous êtes toujours dans le sillage des femmes. Hein? Allez, on va suivre un peu un bout de Nomba et on revient. Avec T-Boy, on a parlé de T-Boy. Vous êtes, Précieuse l'avait dit en intro, de la famille Nikwe. Vous tenez alors la musique de qui? De papa, de maman Bon, je peux dire peut-être de maman parce que dans la famille de maman, beaucoup chantent. Beaucoup chantent. Elle a même un grand frère qui chante, mais j'ai oublié le nom, mais c'est folklorique en fait. C'est de la musique traditionnelle. Yeah.
Ok. Cette chanson Nomba, on sent bien sûr cette touche de Soyoyo et ça donne quelque chose de vraiment spécial, de consistant, vraiment de bluffant. C'est génial tout simplement. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et ça vous a permis des collaborations avec les artistes ouais, déjà, il faut dire que avec cette nouvelle dimension que j'ai donnée à ma musique, ça m'a ouvert la porte de pouvoir représenter l'Afrique. Je pense il y a 2 ans, je crois, je suis parti en... Bon, d'abord on a viré en Turquie, après on est allé en Asie pour le Turkménistan où j'ai représenté l'Afrique. Et Inch'Allah, tout s'est bien passé. Les gens ont vraiment aimé parce que c'était nouveau cette sonorité et tout. Donc normalement je devrais repartir, mais il y a eu la Covid et tout, donc ça a un peu freiné. Ouais, beaucoup de choses et tout. Donc ce qui était bien, j'étais le seul artiste qu'ils ont reposté sur leur page Instagram, pendant qu'il y en avait quand même qui étaient vraiment talentueux. Franchement, non, il faut dire la vérité. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est des gens qui sont allés à l'école de la musique. Ce que je vous dis, c'est faut dire la vérité, quoi. Ben... Je remarque. Tiboy, la dernière signature, c'est Gianni. Ouais, Gianni. Vous dénoncez un certain nombre de comportements d'une certaine catégorie de filles. C'est quoi ça, c'est pas de filles, c'est femmes, hein, femmes Amazon. Nouvelle génération. Ben non, c'est comme je l'ai dit, j'aime souvent pas faire les choses comme tout le monde. J'ai voulu toucher un sujet qui fait un peu tabou. C'est comme la dernière fois j'étais avec le grand Steve Assia qui me dit Thibaut, tu t'imagines comme ça à Cité Loromia. Vous voyez, donc c'est des trucs qui existent. Vous voyez, il y a des hommes battus. Il y a des hommes battus. Même moi-même, j'ai assisté à un pote qui a été giflé par sa petite amie. Et je pense que c'est ça qui a un peu donné le bail. Donc je me suis dit, voilà quoi, lui et moi on sort tout le temps, on rigole, etc. Mais voilà, il subit cette pression quand même à la maison que je ne savais pas. Violence basée sur le genre. Ben voilà, ouais. Parfois elle n'est pas forcément corporelle, mais parfois physique, psychologique et tout. Donc je dis souvent aux gens, si vous êtes dans ce cas, quittez quoi, tout simplement. L'amour, c'est pas la pression, etc. Non, voilà. Ouais. D'accord. C'est la tradition ici, le temps nous presse certes, mais Tiboy, on va faire silence et on va te laisser le micro. Au début, tu es d'abord un rappeur. Ouais. Est-ce que tu vas faire du rap? Qu'est-ce que tu veux offrir ce matin à nos téléspectateurs? Bon, toujours Gianni, je me dis, voilà, vu qu'on fait la promo de Gianni, pourquoi ne pas fredonner une partie du morceau en mode a cappella, c'est ça? Tranquille. Ok, je vais commencer par le second couplet parce que je l'aime bien. Ça fait Azan ambi de tofi et di blade tami do eja conclut un bon gbe. Et mon nom c'est Mendero. Kaka nano a eyeko do va bobi non blo va là-bas oh. Et non vont agbota. Chez côté non vont agbota nous mettre les mains. Donc voilà un peu. Quels sont vos projets après, bien sûr, Gianni? Qu'est-ce qu'il y a en coulisses? Ouais, après Gianni, déjà Gianni, il faut dire que c'est un morceau tiré de mon album qui est en préparation. Sur l'album, vous aurez à revoir Domi Talk. J'ai fait une collaboration avec Domi Talk. J'aime beaucoup travailler avec les anciens. Ça me donne un petit... voilà. Donc, l'école des aînés. Voilà. Donc, sur cet album, j'ai pas mis des gens de ma génération. J'ai voulu d'abord aller à la source, vous voyez, me mesurer un peu à la trempe des éléphants, comme je l'ai dit. Donc voilà. Donc à part Domi Talk, il y a Vivent qui a été extraordinaire aussi sur l'album. On devrait aussi retrouver Stanley Eno, je ne sais pas si vous le connaissez. Lui, c'est un Camerounais. C'est une star dans son pays là-bas. Bon, à part ça, il y a aussi une troisième star béninoise, mais dont je préfère tel le nom. Allez, Tiboy, un cœur à prendre, un cœur déjà pris. Comment ça se passe de ce côté-là? Un cœur qui cherche l'argent. Ah ouais? Ouais. Carrément. Ouais. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Hein. Tu es sûr? Oui, il n'y a pas que l'argent. Tu es sûr? Oui. Une femme qui dit ça? Mais je suis choqué. Oui, un cœur qui cherche l'argent pour le moment. Pour le moment. Donc, oui. Vous préférez ne pas répondre à la question de Alain Sotouma? Non, mais c'est ce que dit. Je suis un cœur qui cherche l'argent pour le moment, mais ça n'empêche pas que je suis un homme, quoi. Donc il y a toujours les... Voilà.
Mais pour le moment, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite ce matin. Merci On souhaite beaucoup. beaucoup de succès. Merci. Encore et encore de succès à votre jeune carrière pour que vous puissiez représenter non seulement le Bénin, mais toute l'Afrique déjà sur de grosses scènes. Amen. Mesdames, Messieurs, c'est avec Diani que nous allons prendre congé de vous avec T-Boy. Merci à chacun et à tous. Précieux Akwaronou, merci. Alain Sochomé, on a fini la célébration de ce matin. Un réel plaisir pour nous. Merci à l'artiste aussi qui nous a fait le bonheur d'être là et on vous souhaite une excellente journée. Merci à toute l'équipe de production, Fugesia Ountondi, François Zissou, Christelle Sagboran, au son Khouedanou. Merci à toutes et à tous, sans oublier les collègues de la post-production. Excellente suite de week-end. Au revoir.